Alors, Jacques Nassif, un mot d'abord de votre titre, que vous qualifiez vous-même d'alicheur, peut-être. En tout cas, c'est à coup sûr un titre qui interroge et fait énigme. Il fait même doublement énigme, car bon, le retour de Penthesilée et le sous-titre à la recherche du féminin perdu interroge parce qu'on ne s'imagine pas au premier abord, enfin, que l'Amazone, je parle du sous-titre là, quelle qu'elle soit une représentante de la féminité, et moins encore du féminin. Donc, à la suite quand on a lu le livre jusqu'à la fin et qu'on connaît le destin de Penthesilée, on s'en rend compte qu'elle a tout de même raté quelque chose du féminin, pour dire ça comme ça, et même gravement. Je continue. Alors, il faut d'abord, donc il me semble que ce que je voulais vous dire, c'est qu'à la recherche du féminin perdu, c'est quand même quelque chose qui joue sur l'équivoque. Il n'est pas de perdu pour elle, et il est peut-être perdu pour beaucoup de femmes. Il faut dire d'abord, pour entrer dans le vif du sujet, que vous vous placez sous l'égide de Bataille. Ce n'est pas vraiment une surprise, puisque pour Bataille faisait déjà état de votre penchant, voire de votre allégeance à Bataille, et le pacte que vous y désignez alors entre Bataille et Lacan était à l'avantage du premier. Et à ce propos, j'aimerais d'ailleurs que vous nous rappeliez, ou que vous me rappeliez, de quoi était constitué ce pacte. Parce que j'ai, comme vous disiez tout à l'heure, je n'ai pas retrouvé votre livre. Tacite, selon moi, qu'ils auraient passé ensemble, car ils sont restés amis toute leur vie, contrairement à ce que les gens pensent d'une inimitié ou d'un éloignement. 6 mois avant sa mort, Bataille était invité à Guitrancourt. Et selon moi, Lacan a demandé à Bataille de pouvoir le citer sans le nommer. Et en échange, il lui a demandé de ne pas dire un mot sur la psychanalyse, de le laisser être le représentant de la psychanalyse. Et donc, jusque dans la revue critique après la guerre, il n'y a jamais de recension des livres de Lacan ou des livres des psychanalystes. Bataille n'emploie aucun mot du discours analytique dans ses textes. Et je ne parle évidemment pas de ces textes pseudonymes et de ces textes même littéraires, dans la mesure où je considère qu'il y a chez Bataille 2 types d'écriture. Une écriture que je qualifierais d'analysante, une écriture du fantasme, qu'il analyse parfois lui-même, et une écriture du penseur qui n'est justement pas du même ordre. Et c'est évidemment à la seconde que je m'intéresse, après son analyse, considérant que c'est le premier analysant qui fait parler la psychanalyse, sans la nommer jamais. Parce que il y avait ce pacte avec Lacan. Je vous remercie de le rappeler. J'avais effectivement oublié qu'il s'agissait d'une sorte de contrat, d'un échange, un contrat un peu léonin. Lacan offrant à Bataille que sa pensée fasse acte
dans la pratique des psychanalystes. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin d'être cités, invoqués, mais son discours vrai, pour parler comme Foucault, parce que Bataille est celui qui inspire et Foucault et Deleuze, c'est leur philosophe, c'est un philosophe français que Heidegger prisait comme le plus grand philosophe français et qui est apprécié en tant que tel hors de France, en Italie principalement, alors qu'en France, ça reste toujours, et au scandale chez les psychanalystes, un monsieur enfermé dans les maisons closes. Ce qui est dommage, parce que quand on le lit, il y a quand même, et certains textes que je cite justement, le prouvent amplement, ce n'est pas seulement cela. Alors, je vais reprendre. Donc, si donc, le terme d'allégeance ne vous choque pas. Non. Alors, j'en suis. Votre préfacier, Denis Podalides, relève... Alors, Denis Podalides, qui a fait la préface du livre, dit, est un peu, je pense, chiffonné par cette prééminence que vous donnez à Bataille. Et même si c'est pour défendre la psychanalyse, il écrit que vous donnez l'impression de cracher dans la soupe psychanalytique. Vous dites en effet, et je pense que là-dessus on ne peut vous donner tort, qu'elle est devenue une nouvelle morale. Donc, prenant appui sur Bataille, vous engagez le combat contre cet affadissement, ou dirais-je cet embrigadement, auquel on assiste quand même depuis un certain nombre d'années. Pour clarifier un peu les choses, je citerai les premières et les dernières lignes de l'Alléluia du catéchisme de Dianus de Bataille, d'où vous prenez votre élan. Alors, premièrement, au début, donc je cite Bataille, « Ton sexe est le point le plus sombre et le plus saignant de toi-même. » Deuxième partie, qui est la fin du passage que vous citez, « Le sexe honni, comique, avide, enseigne la vérité souterraine, qu'on ne communique pas par l'illusion des heures, qu'on atteint son semblable par des chocs qui effraient, déchirent et renversent. » Voilà. C'est de là que vous appelez la psychanalyse à une nouvelle révolution copernicienne. Rien de moins. Une révolution, un renversement que non, pour non le seul sujet, qui n'a pas pour objet le seul sujet, mais le couple. Au passage, vous jetez allègrement aux orties le couple mère-enfant qui a tant, trop sans doute, fécondé la psychanalyse. Dans ce couple, la femme occuperait une toute autre place que celle décrite par Marguerite Duras, justement, qui vient à point nommé vous prêter la main. Quand elle écrit, par exemple, donc Duras, « Toutes les femmes de mes livres, quel que soit leur âge, découlent de l'Olvestein, c'est-à-dire, j'insiste, d'un certain oubli d'elle-même. » Comment opérer ce renversement copernicien? Il implique, selon vous, de faire illusion, je reprends ici le néologisme que vous empruntez à Bataille, soit d'écarter d'un revers de main la castration et de lui substituer la déchirure. Je n'y vois pour ma part pas d'inconvénient, s'agissant, pour dire ça comme ça, du féminin de la femme.
Mon bel amour, ma déchirure, chante Aragon. Pour l'homme, il me semble, c'est une question, que la déchirure se situe plutôt du côté de l'ontologie. Vous direz ce que vous en pensez. Ce qui, par parenthèse, expliquerait que le désêtre en femme pure lui soit plus dur à vivre à la femme. Les femmes que vous présentez dans votre livre sont d'une autre trempe que les héroïnes duraciennes. La coléreuse Alcmène, d'Amphitryon Jupiter et d'Amphitryon le véritable, puis Penthessilée, amoureuse et furie, sont des héroïnes forcenées, dites-vous. Et si Kleist les conduit à la bataille, c'est bien en effet à travers des heurts et des chocs qu'elles atteignent leurs semblables. Là, je me demande si le terme de semblable convient encore, s'agissant de ce point précis. Bataille, dites-vous, s'inscrit en faux, rejette le mythe rousseauiste de la réduction du père à sa fonction génitale. Et là, je pense qu'on peut remarquer en passant que ce mythe rousseauiste rejoint l'idéologie et la pratique de la société des Amazones. Et il rejette donc Bataille tout autant le mythe freudien du père de la horde qui confisque toutes les femmes à sa seule jouissance. Alors, Bataille considère en effet, je le cite, que depuis les temps anciens, l'homme est ouvert à la possibilité de l'amour individuel. Possibilité qui s'accompagne cependant, dit-il, d'une quête incoercible de l'impossible. Là, je crois qu'il faudra développer ça plus tard. De quel impossible s'agit-il? Qui passerait, ai-je cru comprendre, par les renversements et l'horreur de l'étreinte. Ça, c'est vous qui parlez. Et qui, côté homme, ouvre, nous dit Bataille, à cette totalité de l'univers, pleinement accessible dans l'accord de l'amour. Et il ajoute, c'est seulement dans l'amour qu'il embrase qu'un homme est aussitôt rendu silencieusement à l'univers. C'est magnifiquement dit. Et vous-même ajoutez que c'est au féminin de la femme que cette éclosion est due. C'est elle qui donne accès à cette perception de l'immensité de l'univers. Pour aller vite, et vous passez bientôt la parole, oserais-je dire que la femme fait de l'homme un dieu, puisque pour vous comme pour Bataille, c'est la féminité de la femme qui fait exister l'être de Dieu. Donc, si vous pouvez reprendre. N'est-ce pas ce qui illustre le mythe d'Amphitryon, tel que Kleist le reprend à Molière? La question du double, qui est très importante dans votre livre, s'y déploie. Il faudrait dire d'ailleurs la question des doubles, car il y en a au moins deux. Il y a premièrement le double de la reduplication, sosie-mercure, autrement dit le double du miroir. Deuxièmement, le double de l'altérité, Jupiter-Amphitryon, double de l'hétéros. Celui-ci étant inhérent non pas au désir, mais à l'amour. Le désir étant la condition de possibilité de l'amour, selon Bataille, et d'ailleurs selon Lacan aussi. Le désir antécède l'amour, écrit Bataille. Pour conclure, je dirais que dans le décours de votre livre, c'est l'amour qui prend la main. Ce que je mettrais en regard de la parole de Penthessilée, la Penthessilée de Kleist, je serais vraiment folle, avouez-le, si je n'allais pas jusqu'au bout du possible. De là, la question majeure que j'aurais à vous poser est donc, dans ce renversement copernicien, jusqu'au bout de quel possible la psychanalyse aujourd'hui pourrait-elle aller
sachant ce qu'il advient d'Achille et de Penthessilée. Et pouvez-vous nous éclairer un peu mieux sur ce nouveau savoir attendu de l'analyste, après celui de Freud, aborder chaque pur en faisant table rase du savoir, et celui de Lacan sous des espèces de la docte ignorance. En un mot, quid novi? Quid novi, quoi de neuf? Quid novi? En latin. Quoi de neuf? Que nous apporte-t-il de neuf? Oui, Massif. j'aimerais bien. J'ai été un lacanien fervent. Je le confesse. Ouais. J'étais le premier rédacteur du séminaire que Lacan et Jacques-Alain Miller m'ont confié. Donc, je ne peux pas renier mes origines ni ma formation. Néanmoins, je suis absolument navré de constater que le lacanisme, la vulgate lacanienne, embouteille le champ du savoir actuel des analysants et peut-être des analystes. Excusez-moi, je vous interromps. C'est le lacanisme, je pense qu'il faut préciser que ce sont les post-lacaniens, au sens où Lacan parlait des post-freudiens. Oui, c'est vrai, tout à fait. Personne ne peut se dire lacanien aujourd'hui. Il y en a des flopés et surtout, chacun a son Lacan, puisque s'il l'a écouté ou s'il ne l'a pas écouté, c'est pas pareil. Et s'il l'a lu, de toutes les façons, il s'est forgé un Lacan qui est le sien, puisque Lacan n'a jamais voulu signer lui-même. Et il a répandu cette imposture de faire de Jacques-Alain Miller un co-auteur, ce qui est une imposture. Il faut le clamer. Jacques-Alain Miller n'a aucune invention. Donc il ne peut pas être auteur du discours qui anime notre pratique. Voilà. Ceci étant posé, je cherche des issues. Et une des issues qui m'ont paru intéressantes, c'est celle précisément de voir si Bataille l'analysant d'Adrien Borel, qui n'est pas n'importe qui, je vous invite à lire un article de M. Bousséroux que vous trouverez sur Internet, qui est tout à fait accessible, qui retrace quelle a été la carrière d'Adrien Borel et qui il a eu en analyse. Pas seulement Bataille, mais Michel Léris, ce qui n'est pas rien, et bien d'autres. Ceci étant posé, et étant donné le contexte dont je viens et que je retrace avec toute l'honnêteté possible, je pense que la lecture que je fais de Bataille est une lecture que j'appelle en surplomb, c'est-à-dire à partir du discours de Lacan. Comme si Bataille illustrait en tant qu'analysant ce que pourrait être devenue la psychanalyse si elle n'emploie plus le mot de cure, car ce n'est pas une pratique médicale, si elle n'emploie plus le mot de castration, car les couples ne sont plus binaires aujourd'hui, si elle n'emploie plus
toute une série d'autres mots que Bataille renouvelle. Le mot d'inconscient, d'ailleurs, me paraît suffisamment ambigu, et le mot que Bataille emploie me paraît plus juste, c'est celui d'inconnu. Et effectivement, il y a un auteur qui a écrit un livre sur la relation d'inconnu, qui est la relation entre l'analysant et l'analyste, n'est-ce pas ? Tout cela me paraît utile à rappeler pour actualiser notre discours ou notre façon de lire la psychanalyse, de relire Freud et bien sûr Lacan. Il ne s'agit pas de sortir de Lacan sans y retourner. Je ne suis pas assez fou pour penser qu'on peut se passer des 30 années de séminaire et cet immense effort pour renouveler la pratique de la psychanalyse qu'a été celui de Lacan. Malheureusement, il a été abêti, et parce que ce monsieur aussi avait ses fantaisies et sa façon de transmettre dans l'ambiguïté tout ce qu'il disait. Il n'y avait pas moyen de le coincer. Nulle part, il n'avait jamais dit quelque chose, puisqu'il pouvait toujours se contredire. Freud aussi n'a jamais biffé aucune des thèses qu'il a soutenues. Donc, effectivement, le discours de la psychanalyse est un discours inconsistant, et c'est tant mieux. Ceci étant posé, ce que j'entends par renversement copernicien, c'est effectivement la possibilité qu'octroie Bataille de repenser le discours et la pratique de la psychanalyse à partir d'un autre couple que celui de la mère et de son enfant, qui condamne la théorie du désir à un désir ou pervers ou incestueux, ce qui condamne les psychanalystes à être mal compris. Il suffit de voir toutes les polémiques autour de la culpabilisation des mères d'autistes pour comprendre de quoi je veux parler. En revanche, repartir de l'illusion et non du refoulement ou du déni. C'est quoi l'illusion ? C'est une opération absolument structurale qui impose aux enfants, qu'ils soient des garçons ou des filles, la pudeur et puis la honte de l'impudeur. C'est-à-dire quelque chose qui est au fondement du lien social et des convenances. Tout cela, cette illusion, est, me paraît-il, une opération indispensable et qui s'impose au sujet humain pour qu'il vive en société, mais qui ne peut être transgressée, cette illusion, que quand se forme un couple où on a accès à la nudité. Ce que Bataille relève, c'est effectivement cela, et à partir donc de ce désir de la nudité de l'autre, il fonde
un accouplement qui ne soit pas nécessairement le choc, le heurt, la violence, puisque ça ne peut être que consenti parce que désiré mutuellement, par amour. Donc, substituer l'amour au désir comme fondateur et substituer le couple des amants, des amoureux, au couple de la mère et de l'enfant me paraît mériter d'être qualifié de renversement copernicien pour la psychanalyse, encore une fois. Et ça nous conduit à quoi? À fonder le discours du psychanalyste, non pas sur le discours hystérique, mais sur le discours phobique. Car finalement, qu'est-ce que la phobie, si ce n'est la peur d'autre chose que la castration? C'est la peur que seul un objet peut conjurer, et cet objet, c'est quelque chose qui nous fait sortir de l'obligation d'être conforme au lien social. C'est-à-dire, ça permet aux phobiques de sortir dans la rue, de ne pas dénoncer sa mère, en pensant, puisque l'agoraphobie, selon Freud, c'est la dénonciation de la sexualité maternelle, etc., etc. Et je crois que nous avons de plus en plus affaire dans notre pratique à la mélancolie et à la phobie, c'est-à-dire à la présence ou à l'absence de l'objet. Et c'est cela qui nous concerne le plus directement, étant donné que nous vivons dans une société, dans un lien social complètement perturbé, et qui a constamment besoin d'objets contraphobiques. Pensez à ce que représentent nos téléphones portables aujourd'hui. Et dans un monde profondément mélancolique, étant donné tout ce que nous avons perdu et que nous acceptons de perdre, soi-disant pour un progrès qui est loin d'être à la portée de tout le monde, et en tous les cas qui est loin de ne pas entraîner des catastrophes pour ce qui est de la société tout entière, indépendamment des classes qu'elle forme. Voilà à peu près ce que je peux dire de ma tentative d'écrire du nouveau. Maintenant, cette tentative d'écrire du nouveau, elle tourne tout entière autour d'une réinterprétation de ce que les femmes ont à dire aujourd'hui. Et elles, plus particulièrement, étant donné qu'elles se réveillent, disons. Enfin, qu'elles sont une avant-garde, qu'elles peuvent être plus conscientes, ou qu'on leur facilite l'accès au pouvoir. Et donc, peut-être, le pouvoir sera-t-il un peu moins bête pour ce qui est du discours du maître qui nous vassalise. Tout cela, si, encore une fois, le retour de Pentésilée peut être conjuré. C'est-à-dire que mon titre
c'était à la recherche du féminin perdu, et l'éditeur a préféré un titre plus accrocheur, qui est Le Retour de Pentésilée, qui est ce que nous pouvons craindre, pas du tout ce qui est à promouvoir, évidemment. Mais ce mythe, et je continue de penser que le recours au mythe est absolument indispensable pour le discours de la psychanalyse, le mythe de Pentésilée, c'est-à-dire de la conjuration du père, hein, est on ne peut plus actuel. Il y a de plus en plus de femmes qui ne souhaitent plus avoir un père pour leur enfant, et qui s'en passe, n'est-ce pas ? Est-ce que ça produit des enfants nécessairement névrosés ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. On ne peut pas être, quand on occupe notre place, des prophètes et des prophètes de malheur, souvent. Ça, c'est la moraline. Mais il faut voir de quoi on se passe quand on fait cela. Et effectivement, il y a le discours anti-domination, anti-patriarcalisme qui est on ne peut plus prégnant aujourd'hui. Il vaudrait mieux qu'il soit un peu moins bête, c'est tout. C'est-à-dire que ce ne soit pas une domination contre une autre, mais grâce à Bataille, justement, un nouvel accès à ce qu'il appelle souveraineté. Et finalement, qu'est-ce que Bataille m'apporte en ce qui me concerne quand je vais me mettre quand j'ai recours à son aide, il me paraît qu'il indique un but à la pratique analytique qui n'est justement pas une guérison, une thérapie, un mieux-être, tout ce que nous sommes obligés d'accepter de faire pour être crédibles, mais que nous ne faisons vraiment pas. Ce n'est pas notre façon de travailler. Nous ne travaillons pas comme ça, c'est évident. Nous proposons de dire ce qui nous vient, et ce n'est pas ainsi qu'on est censé guérir. En revanche, je crois que avoir recours à l'expérience, à ce qu'est l'expérience, c'est-à-dire l'expérience de l'impossible, car c'est cela l'expérience, quelque chose qui n'était pas possible et qui arrive. Et que ce soit la mort ou que ce soit le symptôme dont on se plaint, en principe, le symptôme, c'est un impossible. Alors, va-t-on gommer cet impossible ? Justement pas. On va aller jusqu'au bout du possible, qui est la formule de Bataille. Et aller jusqu'au bout du possible, c'est s'autoriser de l'expérience. C'est ce qu'il préconise dans l'expérience intérieure, et c'est ce que nous pouvons offrir de mieux à nos analysants, l'opération souveraine de s'autoriser de l'expérience qu'ils auront eue de mise en parole de leurs symptômes. Je crois avoir résumé à peu près tout ce que contient ce livre. C'est la fin de la pudeur et de la honte. Il faut quand même
se rappeler à quel point nous sommes contraints de supporter l'illusion de la nudité et du sexuel, et que c'est notre destin pour vivre en société. C'est aussi une sublimation si on la vit en couple, justement. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. La femme non plus. Enfin, c'est parce que c'est une parole de la Bible. Et où situez-vous donc, comment situez-vous plus exactement ce que vous appelez l'horreur de l'étreinte? Ah, c'est une citation de Bataille, ça. Non, il y a... Bataille est quelqu'un qui est profondément... Enfin, il était un grand phobique dans sa vie, m'a-t-on dit. Ce n'est pas sa biographie qui m'intéresse, mais... Comment l'entendez-vous? Écoutez, il marchait dans les rues en touchant les murs, et puis en entrant dans les cours, puis en continuant son chemin. C'était un très grand phobique. Donc l'horreur de l'étreinte, c'est ça qu'il désigne. Peut-être, mais qu'il a essayé de surmonter toute sa vie. Enfin, ça peut être vécu comme ça, mais pas nécessairement. En tous les cas, il y a un excès, il y a une transgression de cette illusion nécessaire du sexuel. Et pour moi, c'est un point extrêmement fort, et distinguer l'illusion du refoulement ou du déni me paraît très fécond. Et s'interroger sur ce que ça représente, que les enfants se soumettent aussi spontanément à la pudeur quand on la leur propose, est quelque chose d'assez mystérieux. L'illusion. Pas l'illusion, justement. Non, l'illusion. 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 C'est Éluder. Substantif. C'est le substantif d'éluder, forgé par Bataille. Non, c'est un néologisme que Bataille forge, et ça n'a rien à voir avec une illusion. C'est l'illusion qui fait qu'on n'a pas à considérer que sous votre jupe, vous avez un sexe. Écoutez, voilà, de même. Et pourtant, c'est évident que on peut y penser. Enfin, pourquoi pas? C'est l'illusion, puisqu'il y a le verbe, le mot ludus, le jeu, dans l'illusion, c'est entrer dans le jeu social. Il n'y a pas de lien social sans l'illusion du sexe ou du corps nu. Nous sommes tous vêtus, revêtus.
Et en même temps, il n'y a pas de société sans le jeu autour du sexe. Absolument, absolument. On ne cesse pas de faire allusion Ben oui. au sexe pour contrer cette illusion indispensable. Je comprends pas. Je comprends pas ce que vous dites. Je comprends pas comment vous justifiez l'illusion du sexe. Comment la justifier sinon Comment vous la constatez? par le convenable et les convenances qui font que nous ne sortons pas dans la rue et que lorsque nous faisons des rêves de nudité, nous sommes tout à fait angoissés. Enfin, c'est un rêve typique, pas pour rien, et ce que Freud en dit est tout à fait intéressant. Bataille est un auteur qui rouvre cette question. Mais c'est pas parce qu'on ne le montre pas qu'on ne sait pas, justement. Mais voilà, Ça n'a pas la plus grande importance. on le sait, on le sait. Voilà. C'est bien là. Oui, Justement. c'est bien là. Puisque c'est voilé, c'est que c'est bien là. Oui. Pourquoi ça diffère du refoulement et du déni? Eh bien, parce que c'est conscient. On ne peut plus conscient. Ben oui, c'est pas du tout. De la même façon que C'est pas- chez le phobique, l'inhibition qu'il a à faire certaines choses et tout ce qui est plus conscient. Il a tous les mots pour le dire. Je trouve que ce qui était intéressant, Vous justement, entendez c'est pas. que ça n'était pas conscient. Pardon? Ce qui était intéressant, c'est que ça n'était pas conscient. Et que c'était par l'analyse qu'on pouvait atteindre le refoulement et le déni. Oui, Qui oui, était- mais, et que justement, on n'avait pas accès mais à des actes qui avaient. ça continue d'être tout à fait intéressant et utile de lever des refoulements et surtout de reconnaître qu'il y a du déni dans le social, surtout aujourd'hui. Qu'est-ce qui est conscient par rapport à ça? Dans Et l'illusion. peut-être que le conscient n'est pas aussi intéressant d'ailleurs. Mais l'illusion, Finalement, c'est important. je dirais que faire de Bataille un analysant, ne pas oublier qu'il a été analysant, que son écriture de fantasme, son écriture qui transgresse le convenable, je ne sais pas, je pense à un texte comme Le Mort, par exemple, où une femme qui perd son mari se dénude, justement, va dans un café, se saoule et fornique, à qui mieux mieux, dans une espèce de désespoir classique. Il écrit ça. Il l'écrit comme se prouvant qu'il peut aller au-delà du convenable, du disciple. Ça ne veut pas dire que il ne sait pas ce qu'il fait. C'est-à-dire que ce ne sont pas des textes,
il y a un philosophe de Marseille qui s'appelle Francis Varin qui dit que c'est parodique. Il parle de parodie à propos de ces écrits-là. Je crois que, en effet, Bataille aimait scandaliser. Mais sa pensée et les concepts qu'il offre et cette façon de s'abstenir, de se situer ouvertement dans le champ freudien sont tout à fait précieux pour nous. Se passer des mots de Freud, c'est une gageure alors qu'on est dans une pratique comme la sienne. Et c'est utile pour nous aujourd'hui. C'est l'impression que j'ai quand je le lis, en tous les cas. En faisant tout à fait la part des choses. Encore une fois, en distinguant l'auteur de L'amour d'un être mortel, que j'espère vous aurez envie de lire après avoir lu mon livre, qui est un petit texte comme ça, de 50 pages, mais qui est un très grand texte sur le couple, et l'auteur de l'histoire de l'œil. Enfin, c'est pas la même chose. Ça fait présent dans votre livre, c'est la question du sacré. Oui. Et je pense que ça a à voir aussi avec le monde tel qu'il est actuellement, où vous essayez sans doute de reprendre quelque chose de nécessaire, peut-être dans l'amour justement. Il y a quelque chose, il doit y avoir quelque chose de sacré pour que ça tienne. Absolument. Ça, c'est une partie importante de votre livre aussi. Tout à fait, vous avez parfaitement raison d'insister là-dessus. Mais qu'est-ce que le sacré? D'ailleurs, il se trouve que ces jours-ci, il y a eu plusieurs émissions sur le sacré. Alain Finkielkraut a fait une émission sur le sacré. Il y avait la grande librairie sur le sacré. C'est une question qui nous traverse en ce moment, sans doute, compte tenu de l'état, des mœurs. Parce qu'il y a une perte. Parce qu'il y a une perte. Parce qu'il y a une perte, sans doute, et qu'il y a aussi une inquiétude de ce côté-là, de la perte. Alors, est-ce que ça a à voir avec le féminin perdu? Je ne sais pas, là, je n'ai pas du tout réfléchi. Qu'est-ce que ça a à voir avec le féminin perdu? Absolument. Si les femmes entrent en guerre, c'est contre la perte du sacré. Enfin, depuis Antigone, elles sont les grandes défendeuses du sacré. Pas Sandrine Rousseau. C'est un thème Voilà. écrit noir sur blanc dans Analyse avec fin, analyse sans fin de Freud. Il ne parle pas du désert. Il ne parle pas de tel Du féminin Ah oui. auquel peut ou doit aboutir un homme à la fin de son analyse. Même une femme, est-ce que c'est l'inconnu pour un homme et pour une femme? Oui, absolument. C'est un inconnu et précisément c'est l'objet de la découverte, de l'émerveillement, de la poésie, de la création. C'est ça le féminin. Il n'y a pas, le féminin dont je parle dans mon livre n'est pas nécessairement le sexe féminin. C'est l'étonnement, la capacité de s'étonner, de redécouvrir le monde, c'est-à-dire l'autre avec un grand A. C'est bien ça, la découverte du féminin que l'amour provoque. Une sorte d'émerveillement. Écoutez, j'ai deux choses à vous dire à ce propos. Si vous lisez le texte de Kleist, en tout cas, d'une part, elle est on ne peut plus classique parce que sa mère, sur son lit de mort, lui désigne Achille comme le seul homme qui serait digne d'elle, qui serait assez beau pour une fille aussi belle.
Donc ça, c'est peut-être Kleist, c'est peut-être le mythe, je ne sais pas. Il y a plusieurs Mais en versions. tous les cas, il y a ce dire maternel qui est très souvent quelque chose de ravageur pour une fille, Tout à fait. n'est-ce pas? Et ça, il n'y a rien de nouveau. Non. Et en ce qui concerne la fin de la pièce, on dit que Achille lui propose un combat singulier et il y va sans armes parce que il a envie de prendre du bon temps, c'est-à-dire d'aller passer 2 mois de vacances sans armes, ne plus combattre les Troyens et s'offrir une très belle femme et vivre la fête des roses comme elle l'appelle. Hein. Mais le malentendu est celui-là. Elle sait très bien que Achille a été trempé jusqu'au talon dans une marmite qui le rend invincible et qu'elle ne pourra pas le blesser avec une flèche ou une épée. Donc elle y va avec ses chiens et ses éléphants. Et elle le lacère. Elle se rue sur lui une fois qu'il est tout ensanglanté par la meute des chiens et elle va l'embrasser en le mordant. Enfin, c'est dans la pièce de Kleist. C'est pas du tout le Molière, enfin l'amphitryon de Molière que vous connaissez. Ça y va. Elle refuse le pacte qu'il lui a offert et proposé pour moi. Oui. Quand elle lui dit je viendrai sans armes, elle lui Ah, propose non, non, un elle ne, armement. il ne lui a jamais dit et elle ne l'a jamais dit. Non, Lui, quand il lui dit qu'il viendra sans armes, il ne le lui dit pas. ou il le fait comprendre. Pendant la bataille, une fois qu'il la sauve dans leur combat singulier, elle tombe inanimée. Il la sauve, il la prend dans ses bras et les Amazones l'entourent, veulent lui arracher le corps de la reine et il se désarme. Il enlève son bouclier, c'est là qu'il se désarme. Mais pour le combat singulier, il n'a jamais dit qu'il viendrait. Enfin là, il lui fait une offre. Il lui fait une offre Elle pourrait en entrant dans sa logique, puisque elle ne peut s'offrir qu'à un homme qu'elle dominera dans la bataille. Il va pour être dominé par elle, ou faire semblant de combattre. Mais même s'il est le plus fort, il se soumettra à la dominance de la reine des Amazones. Elle pense exactement le contraire, qu'elle ne peut absolument pas le dominer puisqu'il est invincible. Et elle vient avec ses chiens. Voilà le malentendu de cette pièce. Je suis d'accord avec votre interprétation. Non, Moi, je pas tout pense à fait. qu'elle ne peut que détruire cet homme puisqu'elle est devant quelque chose d'impossible. Il lui faut un homme invincible et elle va le détruire, justement. Elle ne peut que le passer, Elle va essayer de le détruire. mais elle y arrive. Je ne sais pas, c'est lui qui la tue. Non. Dans la mythologie, oui. Dans la Pas- mythologie. Dans la pas mytho- Kleist. dans la c'est- mythologie- Moi, je n'ai vu C'est que lui qui la Kleist. tue. Oui, dans la Et c'est myth- au moment où il la tue oui. qu'il tombe amoureux. Ah non, alors pas chez Kleist. Ça, Non. c'est pas chez Kleist. Non, Non, mais on parle de Kleist. Non, dans la hein. mythologie, oui. Excusez-moi. Dans Moi, la je n'ai vu que mythologie. ça. Dans la mythologie, il la tue et c'est au moment où il la tue qu'il en tombe amoureux. C'est ça. Oui, c'est ça. Il y a un regard, Voilà. un regard d'amour Il y a dessus. quelque chose. Ça, c'est le Par- mythe, oui. Par rapport au mystère féminin, quand même, c'est quelque chose. Hein. Mais Il faut pour moi, attendre de l'avoir Montaigne, tué pour essayer de comprendre qu'on n'a rien cessé. et pour moi, Fantésilée, c'est le drame de l'hystérie. Oui, Alors, bien sûr.
Absolument, absolument. Oui, Il n'y a aucune objection là-dessus, c'est évident. Mais elle renonce précisément à la fin à sa religion. Elle dit que... Elle dit à son ami... comment ça- Protoé, ah, oui, ça. oui. Elle renonce à toute la mythologie qui fait que c'est au combat qu'on peut s'accoupler avec un homme uniquement parce qu'on l'a Oui, dominé. parce qu'elle elle est tombée amoureuse d'Achille. C'est Ulysse qui le décrit Ah oui, merveilleusement. bien sûr. Bien sûr, c'est... Et c'est contre Voilà. ça. Même, C'est contre ça qu'elle se bat. elle est contre le fait d'être tombée amoureuse. Absolument. C'est ça. C'est en ça Mais qu'on s'en rejoint à l'hystérie. on effectivement. connaît bien des femmes Oui. qui se rebellent d'avoir été subjuguées par l'amour qu'elles éprouvent, malgré elles, alors que les hommes sont tous, voilà. Il y a cette totalisation Voilà, de de là. ce discours du quantificateur universel C'est ça. qui fait que tous les hommes ou toutes les femmes aujourd'hui, et qu'il n'y a plus la possibilité d'accepter que c'est chaque fois un à un que l'on se rencontre, qu'on ne rencontre pas la femme, mais une femme, un homme, et que c'est toujours nouveau et différent, qu'il n'y a pas un couple qui ressemble à un autre. Mais accepter cela ne fait vraiment pas partie de la standardisation dans laquelle nous vivons, qui fait qu'on doit être conforme et suivre des modèles. Et même Duras n'échappe pas à cette critique. Elle dit quand même que tous les hommes s'emmerdent dans le couple et qu'ils ne sont heureux que quand ils se retrouvent entre hommes. Avec la Oui, question oui, de oui. l'homosexualité. Ah, et il y a aussi la question de l'homosexualité que vous abordez à la fin. Ah oui, bien sûr. L'homosexualité masculine. Qui est Vous réintroduisez le couple mère-enfant, si je puis dire. Oui, À ça, travers les À homosexuels travers sur ce plan-là, l'homosexualité. Oui. ils n'ont pas renoncé. Voilà. Voilà. À rencontrer quelqu'un qu'ils séduisent autant qu'ils ont séduit leur mère. Oui. C'est intéressant comme lecture de l'homosexualité. Eh bien, Bataille, il avait que ces idées, ces concepts étaient mis en pratique par Lacan dans ses cures. Lui, au fond, c'était la force du littéraire. Oui, C'était, au fond, lui laisser cet espace-là. oui, absolument. Absolument. Ah, il se gendarme un peu contre l'utilisation du non-savoir, Lacan, dans sa conférence Ah oui, beaucoup, Je même. parle au mur. Beaucoup, Il dit n'allez pas croire que... et c'est un des rares endroits où Bataille est à peu près évoqué. Enfin, pour ceux qui savent, le nom n'est même pas prononcé. Hein. Moi, je dirais que c'est essentiellement la capacité subversive et transgressive de Bataille que Lacan a repris à son compte. Il a osé. Bataille osé sur le plan de l'écriture du sexuel, et Lacan a osé sur le plan de l'écriture du conceptuel. Et
et c'est dans le même esprit et de rébellion contre le dogmatisme. La servitude dogmatique est un des termes contre lesquels Bataille s'insurge au début de l'expérience intérieure. Et il propose que l'expérience intérieure s'obtienne par une absence de projet. Écoutez, s'il y a une pratique qui se promeut dans l'absence de projet, c'est bien la psychanalyse, si elle veut échapper à la psychothérapie, encore une fois. Or, toutes ces coïncidences sont quand même assez frappantes quand on fait cette lecture que j'appelle en surplomb à partir de ce que nous savons qu'est devenue la psychanalyse grâce à Lacan. Eh bien, on lit Bataille et on se dit, mais bon sang. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous.